par une matinée ensoleillée de mai 2025, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, marchait dans les couloirs de l'hôtel Waldorf Astoria à New York. Ses pas résonnaient sur le marbre poli tandis qu'il serrait son téléphone, discutant des détails du sommet des leaders africains qui aurait lieu la semaine suivante. La climatisation maintenait la pièce fraîche, contrastant avec la chaleur à laquelle il était habitué à Ouagadougou. « Monsieur le Président », dit son aide diplomatique Marcel Ouédriogo en s'approchant avec une enveloppe dorée, une invitation est arrivée pour Fox News à America First Tonight. Ils veulent une interview exclusive sur les partenariats économiques entre l'Afrique et les États-Unis. Ibrahim s'arrêta et regarda par la fenêtre panoramique du 47e étage observant l'agitation frénétique de la 5e avenue. Des voitures jaunes slalomaient entre les bâtiments de verre et d'acier tandis que les piétons se pressaient sur les trottoirs. La ville ne dormait jamais, pas plus que les défis auxquels il était confronté chez lui. « Qui sera l'intervieweur » demanda Ibrahim en ajustant son béret militaire signature. « Kash Patel » répondit Marcel en consultant ses notes, ancien officiel de l'administration Trump, maintenant animateur. Il a été controversé dans ses opinions sur les leaders africains. Ibrahim fronça les sourcils. Il connaissait la réputation de Patel, un homme qui ne mâchait pas ses mots et faisait souvent des commentaires controversés. Mais il savait aussi que c'était une opportunité de montrer au monde le nouveau visage du Burkina Faso, un pays qui se reconstruisait après des années d'instabilité. « Acceptez l'invitation », dit Ibrahim avec décision. « Il est temps de montrer qui nous sommes vraiment. » 3 jours plus tard, les studios de Fox News à Manhattan bourdonnaient d'activité. Des lumières LED brillaient intensément sur le plateau bleu, et hors de l'émission tandis que les techniciens ajustaient les caméras et testaient les micros. L'odeur du café fort flottait dans l'air, se mêlant au parfum des maquilleurs préparant les invités. Kash Patel, un homme de 45 ans aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, révisait ses notes dans sa loge. Ses questions étaient tranchantes, conçues pour mettre Ibrahim sur la sellette. Sur son bureau, des piles de documents sur le Burkina Faso mettaient en évidence les problèmes de sécurité, économique et de droits de l'homme. Montrons à ces dictateurs africains qu'ils ne peuvent pas venir ici en prétendant être des saints, marmonna Patel à son producteur Jake Morrison. J'ai des informations qui vous laisseront sans voix. De l'autre côté du couloir, Ibrahim se préparait tranquillement. Il était vêtu d'un costume bleu marine impeccable mais gardait son béret militaire, symbole de son parcours et de son identité. Ses aides le briefaient sur les sujets potentiellement controversés. « Président, il pourrait essayer de vous provoquer », avertit Marcel. « Souvenez-vous que nous sommes ici pour montrer nos progrès, pas pour nous engager dans un conflit. » Ibrahim acquiesça, mais ses yeux étaient déterminés. Il avait affronté des coups d'État militaires, une instabilité politique et des défis économiques. Un présentateur de télévision ne serait pas son plus grand obstacle. À 20h45, le compte à rebours commença. Les caméras étaient positionnées, les lumières étaient intensifiées et des millions de téléspectateurs se préparaient pour ce qui serait l'une des interviews les plus tendues de la télévision américaine. Bonsoir Amérique, je suis Kash Patel et voici America First Tonight, annonça l'animateur avec son sourire caractéristique tandis que le générique jouait. Aujourd'hui, nous avons avec nous Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso, qui est venu aux États-Unis pour parler de partenariat. Mais pouvons-nous faire confiance à un autre leader africain? Les mots traversèrent l'air comme des lames. Ibrahim, assis dans le fauteuil en cuir rouge, garda son sang-froid mais ses mains se crispèrent légèrement. Le studio était silencieux, à l'exception du bourdonnement à peine perceptible des caméras. « Merci de m'avoir invité, monsieur Patel », répondit Ibrahim en anglais courant, sa voix calme mais ferme. « Je suis ici pour parler de l'avenir, pas des préjugés du passé. » Kash se pencha en avant, ses yeux brillants d'un mélange de curiosité et de défi. « Préjugés, monsieur Traoré ? Parlons fait. Votre pays a l'un des taux de pauvreté les plus élevés du monde, une instabilité constante, et maintenant vous venez ici demander des investissements américains. Pourquoi devrions-nous croire que cette fois sera différente? » La question résonna dans le studio. Ibrahim prit une profonde inspiration, se souvenant des enfants qu'il avait vus dans les écoles qu'il avait construites, des hôpitaux qu'il avait rénovés, des routes qu'il avait pavées. Chaque projet était une promesse tenue, chaque amélioration un pas vers l'avenir qu'il envisageait pour son peuple. Parce que, monsieur Patel, contrairement à de nombreux commentateurs, je ne me contente pas de parler de changement, je le mets en œuvre, répondit Ibrahim, sa voix gagnant en force. En 2 ans, nous avons réduit la mortalité infantile de 30%, construit plus de 200 écoles et créé 50 000 emplois.
Ce sont des faits, pas des opinions. L'atmosphère dans le studio commença à s'échauffer. Les techniciens se regardaient nerveusement, sentant que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Kash Patel sourit de manière prédatrice, comme un chasseur qui vient de repérer sa proie. Il feuilleta ses papiers délibérément, construisant le suspense tandis que des millions de téléspectateurs attendaient son prochain mouvement. Joli chiffre, monsieur Traoré, mais parlons de la réalité, dit Kash en brandissant un document. J'ai ici des rapports d'organisations internationales qui montrent des violations des droits de l'homme sous votre gouvernement, arrestations arbitraires, répression des journalistes, exécutions sommaires. Comment expliquez-vous cela? Ibrahim sentit son sang bouillir dans ses veines. Il était bien conscient de ces accusations infondées propagées par des groupes qui profitaient de l'instabilité dans son pays. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'indignation réprimée. Ce sont des mensonges fabriqués par ceux qui ne veulent pas voir l'Afrique progresser, répondit Ibrahim, sa voix s'approfondissant. Pendant que certains préfèrent répandre de la désinformation depuis le confort de leur studio, je suis sur le champ de bataille, luttant contre des terroristes qui veulent détruire mon peuple. Des terroristes? Kash rit sarcastiquement. Ou sont-ce simplement des citoyens qui sont en désaccord avec vos politiques autoritaires? Parce que, soyons honnêtes, vous êtes arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire. Cela fait-il de vous un démocrate? Le studio devint tendu. Ibrahim se leva légèrement de son fauteuil, ses yeux fixés sur Kash. Le public retint son souffle, sentant que la confrontation était sur le point de passer à un autre niveau. Monsieur Patel, dit Ibrahim lentement, il y a une différence entre le journalisme sérieux et la propagande bon marché. Vous franchissez cette ligne. C'est à ce moment que Kash Patel commit l'erreur qui allait tout changer. Kash Patel se renfonça dans son fauteuil, un sourire arrogant se répandant sur son visage. L'atmosphère dans le studio était électrique, les caméras se concentrant sur chaque micro-expression des deux hommes. Dans la régie, Jake Morrison faisait des gestes nerveux aux techniciens, sentant que la situation devenait hors de contrôle. Vous savez, Ibrahim, dit Kash en utilisant délibérément seulement son prénom pour diminuer l'autorité présidentielle, le problème avec vous les Africains, c'est que vous jouez toujours les victimes. Vous venez ici avec vos mains tendues, demandant de l'aide, mais vous ne pouvez jamais gérer correctement même vos propres tribus. Le mot « tribu » résonna dans le studio comme un coup de feu. Ibrahim se figea, ses yeux se rétrécissant. Dans le public, quelques personnes laissèrent échapper des halètements étouffés de choc. Marcel, observant depuis les coulisses, se couvrit le visage de ses mains, sachant que Patel venait de franchir une ligne irréversible. Peut-être est-il temps que vous arrêtiez de jouer au gouvernement et que vous laissiez les pays sérieux s'occuper des vraies affaires, continua Kash, complètement inconscient du volcan qui était sur le point d'exploser devant lui. Après tout, combien de coups d'État militaires avez-vous eu? C'est comme regarder des enfants jouer aux adultes. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ibrahim se leva lentement, sa taille de 1m88 se dressant sous les lumières du studio. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de la fureur contrôlée qui venait d'années à faire face à ce genre d'arrogance coloniale déguisée en journalisme. Monsieur Patel, dit Ibrahim, sa voix basse mais chargée d'autorité, vous venez de montrer exactement pourquoi l'Amérique perd de l'influence dans le monde. Ce n'est pas à cause de notre incapacité, c'est à cause de votre ignorance. Kash, réalisant enfin qu'il était allé trop loin, tenta de reprendre le contrôle. Écoutez, je ne voulais pas. Non, interrompit Ibrahim en faisant un pas vers le bureau de l'animateur, vous l'avez fait, et maintenant vous allez entendre ce qu'un Africain tribal a à dire. Ibrahim se tenait à quelques pas du bureau de Kash Patel, sa présence dominant complètement le studio. Les caméras capturaient chaque nuance de son expression, la dignité blessée, l'autorité inattaquable et quelque chose de plus profond, la voix d'un continent fatigué d'être sous-estimé. Vous voulez parler de tribu, monsieur Patel, commença Ibrahim, sa voix résonnant clairement à travers les micros. Je vais vous parler de ma tribu. Ce sont des ingénieurs qui ont construit des ponts sur des rivières dont vous ignorez même l'existence. Ce sont des médecins qui sauvent des vies avec du matériel que vous jetteriez. Ce sont des enseignants qui apprennent aux enfants dans 4 langues alors que vous pouvez à peine parler anglais sans lire un prompteur. Le public était hypnotisé. Kash Patel essaya d'interrompre, mais Ibrahim continua, sa passion croissant à chaque mot. Ma tribu a produit Wangari Maathai qui a planté 30 millions d'arbres pendant que vous abattiez des forêts. Elle a produit Nelson Mandela qui a enseigné le pardon à un monde assoiffé de vengeance.
Elle a produit des scientifiques qui ont découvert des traitements pour des maladies pendant que vous fabriquiez des armes. Ibrahim s'approcha de la table, ses yeux fixés sur ceux de Kash. Et savez-vous quelle est la différence entre vous et moi, monsieur Patel? Quand je parle de mon peuple, je parle avec amour et fierté. Quand vous parlez du vôtre, vous ne parlez que de peur et de haine. Le studio était complètement silencieux, même les techniciens avaient cessé de bouger, complètement absorbés par l'intensité du moment. Kash Patel, pour la première fois de sa carrière télévisuelle, était sans voix. Vous voulez des chiffres, monsieur Patel, continua Ibrahim, sa voix prenant un ton professoral. En 2 ans, mon pays a augmenté sa production agricole de 40%. Nous avons réduit notre dépendance aux importations de 25%. Nous avons créé la plus grande réserve solaire d'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, combien de problèmes avez-vous résolus, à part créer de la controverse à la télévision? C'est alors qu'Ibrahim fit quelque chose que personne n'attendait, il sourit, non pas un sourire de moquerie, mais de pitié sincère. Savez-vous ce qui me attriste le plus, monsieur Patel? Dit Ibrahim, sa voix maintenant emplie d'une profonde tristesse qui toucha même les téléspectateurs les plus sceptiques. C'est que vous gaspillez une plateforme qui pourrait éduquer des millions de personnes pour répandre une ignorance qui divise les gens. Kash Patel, retrouvant enfin sa voix, tenta de reprendre le contrôle de l'interview. Écoutez, Ibrahim, vous êtes trop émotif ici. Je posais simplement des questions légitimes que les Américains veulent voir répondues. C'est alors que cela se produisit. Ibrahim, poussé par une impulsion qui devait venir d'années de frustration face à l'arrogance occidentale, fit un pas décisif vers Kash Patel. Ce n'était pas de la violence, c'était une démonstration d'autorité qui faisait écho à des siècles de dignité africaine restaurée. Émotif? Répéta Ibrahim, sa voix montant d'une octave. Suis-je émotif quand quelqu'un insulte mon peuple, mon histoire, ma lutte? Alors oui, monsieur Patel, je suis émotionnellement attaché à la dignité. Et puis vint ce qui deviendrait connu comme la gifle diplomatique du XXIe siècle. Ibrahim ne toucha pas physiquement Kash, la gifle était métaphorique mais sa force était dévastatrice. Il abattit sa main ouverte sur le bureau de Kash avec une telle force que le son résonna dans le studio comme un coup de tonnerre. « Assez !» cria Ibrahim, sa voix se répercutant sur les murs. « Assez de disrespect, assez d'ignorance, assez de traiter les leaders africains comme des mendiants alors que nous sommes des partenaires égaux. » L'impact fut immédiat et viscéral. Kash Patel sursauta en arrière dans son fauteuil, complètement choqué. Le public éclata en murmures. Dans la régie, Jake Morrison criait des instructions confuses aux techniciens, incertain de savoir s'il devait passer à la publicité ou continuer à diffuser ce moment historique. Mais Ibrahim n'avait pas fini. Il se tourna vers les caméras, s'adressant directement aux millions de téléspectateurs. « Amérique, vous méritez un meilleur journalisme que cela. Vous méritez des présentateurs qui éduquent, pas qui humilient. Et nous, Africains, méritons le respect, pas la condescendance. » Dans les minutes qui suivirent la confrontation, le studio de Fox News sombra dans un chaos contrôlé. Jake Morrison courut sur le plateau, gesticulant frénétiquement pour que les caméras arrêtent de filmer, mais il était trop tard. Le moment avait été diffusé en direct à des millions de foyers américains et, grâce aux médias sociaux, se propageait déjà dans le monde entier comme une traînée de poudre. Ibrahim se tenait debout, prenant de profondes inspirations pour retrouver son sang-froid. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'adrénaline d'avoir enfin dit ce qui devait être dit. Marcel se précipita en coulisses, inquiet des possibles répercussions diplomatiques. « Président, nous devons partir d'ici maintenant », chuchota Marcel en français, essayant de guider Ibrahim hors du studio. Kash Patel, toujours sous le choc, tenta de retrouver un peu de dignité. « Sécurité !» « Sécurité !» cria-t-il, comme si Ibrahim représentait une menace physique. Mais tout le monde dans le studio savait que la seule chose blessée était son ego et sa crédibilité. « Vous n'avez pas besoin de sécurité, monsieur Patel, » dit Ibrahim calmement en ajustant son costume. « Je suis venu ici en paix et je pars en paix, mais j'emporte avec moi la certitude d'avoir exposé vos vraies couleurs. » Alors qu'Ibrahim et son entourage quittaient le studio, les téléphones de Fox News commencèrent à sonner sans cesse. Sur Twitter, des hashtags tels que #Ibrahim Traoré, #Dignité africaine et #Kash Patel exposé étaient déjà parmi les sujets les plus discutés. Des extraits de la confrontation étaient partagés des milliers de fois en quelques minutes. À l'extérieur du bâtiment de Fox News sur l'avenue des Amériques, Ibrahim s'arrêta un instant.
La soirée de mai était douce, la brise portant l'odeur distinctive de New York, un mélange d'échappements de voitures, de nourriture de rue et des possibilités infinies que la ville représentait. Marcel, dit Ibrahim en levant les yeux vers les gratte-ciel illuminés, préparez nos avocats. Je pense que M. Patel va découvrir qu'insulter un chef d'État a des conséquences légales. 3 jours après la confrontation, le cabinet d'avocats Whitman et Associés, situé au 52e étage d'un imposant bâtiment de Wall Street, bourdonnait d'activité. Sarah Whitman, l'une des avocates internationales les plus respectées des États-Unis, examinait méticuleusement les enregistrements de l'émission, prenant des notes précises sur chaque commentaire diffamatoire de Kash Patel. Nous avons ici un cas classique de diffamation aggravée, expliqua Sarah à Ibrahim, qui était assis dans un fauteuil en cuir italien, regardant par la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur l'Hudson. Les commentaires de M. Patel n'étaient pas seulement offensants, ils étaient délibérément calculés pour ternir son image et, par extension, celle du Burkina Faso. Marcel, assis à proximité, notait chaque détail tandis que Sarah poursuivait son explication technique. Basée sur la jurisprudence américaine sur les cas impliquant des figures publiques internationales et compte tenu de la portée mondiale de la diffusion, nous parlons de dommages à la réputation de plusieurs millions, dit Sarah en ajustant ses lunettes. Ma recommandation est de poursuivre pour 90 millions de dollars, un montant qui reflète non seulement les dommages moraux, mais aussi l'impact économique négatif que de telles déclarations pourraient avoir sur les futurs investissements dans votre pays. Ibrahim acquiesça pensivement. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de créer un précédent. Pendant des décennies, les présentateurs et commentateurs américains avaient fait des déclarations méprisantes sur les leaders africains sans réelles conséquences. Combien de fois cela s'est-il produit auparavant, Sarah ? Demanda Ibrahim. De nombreuses fois, Monsieur le Président, mais jamais il n'y a eu une réponse légale aussi forte. La plupart des leaders préfèrent ignorer ou émettre des déclarations diplomatiques. Vous changez les règles du jeu. À ce moment précis, à 10 miles de là, dans le bureau de Kash Patel, dans un bâtiment moins luxueux du Queens, l'atmosphère était complètement différente. Kash faisait les 100 pas nerveusement tandis que son avocat, un homme corpulent nommé Tony Richie, essayait de minimiser la situation. Kash, vous devez vous calmer, dit Tony en desserrant sa cravate. C'était juste une interview qui a dérapé. Ces choses arrivent à la télévision. Tony, avez-vous vu les médias sociaux ? Je suis crucifié. Mon émission a perdu 3 sponsors en 2 jours, cria Kash en gesticulant sauvagement. C'est alors que le téléphone sonna. C'était Fox News, Jake Morrison, avec des nouvelles qui allaient glacer le sang de Kash. Une semaine plus tard, le tribunal fédéral du district sud de New York était bondé. Des journalistes du monde entier se pressaient sur les marches de l'imposant bâtiment néoclassique tandis que les caméras de télévision capturaient chaque mouvement des protagonistes de cette bataille juridique historique. Ibrahim Traoré arriva au palais de justice dans une limousine noire, vêtu d'un costume bleu marine élégant et de son béret militaire signature. En sortant du véhicule, il fut accueilli par une foule de supporters, principalement des immigrants africains vivant à New York, qui scandaient et tenaient des pancartes avec des messages tels que « Dignité africaine » et « Respect pour nos leaders ». De l'autre côté de la place, Kash Patel arriva dans un taxi jaune ordinaire, essayant clairement de garder un profil bas. Ses pas étaient hésitants et il évitait le contact visuel avec les caméras. À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Margaret Thompson, une femme noire de 58 ans connue pour son impartialité et sa rigueur judiciaire, présidait l'audience préliminaire. L'air était tendu alors que les 2 parties présentaient leurs arguments d'ouverture. Sarah Whitman se leva avec assurance, sa voix résonnant clairement dans la salle. Votre honneur, ce que nous avons vu n'était pas du journalisme, mais plutôt une démonstration publique de racisme et de xénophobie déguisée en interview. Le défendeur a utilisé sa plateforme pour perpétuer des stéréotypes coloniaux nuisibles, causant un préjudice irréparable à la réputation de mon client et, par extension, au peuple du Burkina Faso. Tony Richie, visiblement nerveux, tenta de défendre son client. Votre honneur, mon client est un journaliste respecté qui posait simplement des questions légitimes sur la politique publique. Des questions légitimes, interrompit la juge Thompson en feuilletant le dossier. Monsieur Richie, j'ai regardé l'enregistrement complet. Votre client a fait référence au président d'une nation souveraine et aux peuples africains en utilisant un langage qui ne peut être qualifié de journalisme sérieux. Le moment décisif vint lorsque la juge annonça sa décision sur l'injonction demandée par la défense d'Ibrahim. Considérant la gravité des déclarations,
la portée internationale de la diffusion et le préjudice potentiel déjà documenté, j'accorde la motion pour une injonction préliminaire. Il est interdit aux défendeurs de faire d'autres commentaires publics sur le plaignant jusqu'au jugement final, dit la juge Thompson. Mais c'est son observation finale qui résonna dans les gros titres mondiaux, ce cas représente plus qu'un différend entre deux personnes, il représente un moment de vérité sur la façon dont les figures publiques utilisent leur plateforme pour perpétuer ou combattre les préjugés systémiques. Alors qu'Ibrahim quittait la salle d'audience, il fut entouré de journalistes. Sa déclaration fut brève mais puissante, ce n'est pas seulement mon cas, c'est le cas de chaque leader africain qui a été ridiculisé, de chaque enfant africain à qui on a appris que son origine est une source de honte, et de chaque personne qui croit que la dignité n'a ni couleur ni continent. 6 mois plus tard, l'affaire serait réglée à l'amiable. Kash Patel paierait 90 millions de dollars, le plus gros règlement pour diffamation impliquant une figure politique internationale dans l'histoire américaine. Plus important encore, il présenterait des excuses publiques qui seraient diffusées en prime time. L'argent serait entièrement donné par Ibrahim à un fonds éducatif qui financerait des échanges entre les universités américaines et africaines, transformant le moment de confrontation en un pont vers la compréhension mutuelle. L'histoire d'Ibrahim Traoré et de Kash Patel est devenue un repère, pas seulement juridique, mais culturel. Elle a montré au monde que l'ère de l'impunité pour les commentaires racistes et xénophobes touchait à sa fin et que la dignité africaine n'était plus à vendre ni ouverte à la négociation. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une statue fut érigée en l'honneur de ce moment, célébrant non pas la confrontation, mais le courage de défendre la dignité d'un peuple. L'inscription à la base de la statue disait simplement « Quand la vérité rencontre le courage, la justice est ».